Aujourd'hui, Napoléon III, il fera un coup d'État en 1848, car il était sûr que la démocratie ne pourrait pas ramener le pays dans le droit chemin. Il était persuadé que les royalistes voudraient à tout prix reprendre le pouvoir. Mais lui, il avait d'autres idées en tête. Moderniser la France, en faire un pays puissant, un pays à la pointe, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, ce sera lui qui fondera les logements sociaux. C'est aussi lui qui refera Paris, qui l'assainira. Mais malheureusement, en 1870, les choses vont mal tourner. Et à la suite d'une guerre dans laquelle il s'est fait avoir comme un bleu, il perdra tout. Aujourd'hui, Napoléon III. Napoléon III voit le jour le 20 avril 1808. Il est le fils de Hortense de Beauharnais, la fille de Joséphine de Beauharnais, qui était la première femme de Napoléon Ier, et de Louis Bonaparte. Et c'est donc le neveu de Napoléon Ier. Il a été son oncle Napoléon Ier n'a aucun héritier direct. Si, l'Aiglon, mais celui-ci mourra prématurément et n'était pas forcément en bonne santé. Il sera très vite vénéré par son oncle. Mais voilà, en 1814, Napoléon est déchu suite à ses multiples défaites. Et c'est la royauté qui reprend le pouvoir. Les Bourbons en l'occurrence, Louis XVIII. Mais il parvient à renverser ce gouvernement qu'il jugeait fantasque pour reprendre son propre pouvoir. Ça s'appelle la période des 100 jours. Donc durant 100 jours, en fait, Napoléon a été déchu et exilé, enfin Napoléon Ier, et à l'île d'Elbe, au large de l'Italie. Mais il est parvenu à s'échapper, et il a réussi à rallier une armée avec lui et reprendre le pouvoir. Ah ouais, ça avait l'air tranquille au 19e siècle, tu pouvais prendre le pouvoir comme ça. Sympa. Bref, il va malheureusement se casser lourdement la gueule à Waterloo. D'ailleurs, on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Enfin, c'était bien parti. Napoléon Ier était un excellent stratège militaire. Et là, il s'est retrouvé face à un plus grand nombre. En plus, il a eu des ennuis de santé. Il n'a pas pu coordonner les batailles comme il le faisait au départ. Bref, il s'est complètement planté. Napoléon, bam, adieu. Et Louis XVIII reprend le pouvoir. Du temps de Louis XVIII, bah bon, ça se passait pas tant mal. Bon, la France reste quand même un pays essentiellement rural. 85% des gens sont des paysans. Et la plupart des fonds, de l'argent, tout ça, ça a été balancé dans l'entretien de l'armée, notamment pour les campagnes de Napoléon Ier. Voilà, la France va vraiment pas bien. C'est un vieux pays agricole, figé dans ses traditions. Et justement, sous le joug de ces rois conservateurs qui ont repris le pouvoir, et ben voilà,
ça n'avance guère. Bon, Louis XVIII finalement mourra en 1824. Ensuite, c'est Charles X qui va non, oui, Charles X, ouais, qui va l'emplacer, mais il tiendra pas longtemps au pouvoir et il gouvernera jusqu'en 1830. Ensuite, ce sera Louis-Philippe, le duc d'Orléans. Alors oui, le duc d'Orléans, lui, c'était quelqu'un de très progressiste par rapport aux autres. C'est d'ailleurs lui qui commencera l'installation du chemin de fer en France, notamment parce qu'il sera allé plusieurs années en Angleterre. Et il aura vu un peu comment ça se passe et il comprendra très vite voilà, que la France est un peu à la bourre. Bon. Mais pendant ce temps, bah, il y a quelqu'un qui est un petit peu dans les coulisses, là, un peu regarder ce qui se passe. C'est le prince Louis-Napoléon. Eh oui, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était le fils voilà. Mais, figurez-vous que en 1848, non, parce qu'en fait, le prince Louis-Napoléon, à la chute des Bonaparte, lui et puis sa mère, ils sont partis vivre en Suisse, à Rannenberg, au bord du lac de Constance, un endroit plutôt tranquille, avec des petites collines verdoyantes, là, ça parle allemand, bord d'un lac, voilà, c'est la Suisse orientale, le sud de l'Allemagne, c'est ces petits paysages vallonnés comme ça, verdoyants. C'est très joli. Et il est là-bas, dans son château à Arnberg. Mais c'est un assez mauvais élève, en fait. Il aime pas trop l'école. Comme moi, en fait. Mais bon, on s'en fout. Ouais, il est assez mal éduqué. Il est considéré comme quelqu'un qui a une assez mauvaise éducation. Et son père, Louis Bonaparte, manque pas de le souligner. Mais bon, qu'importe, le prince Louis-Napoléon continue un peu, voilà, ses péripéties. Mais il commence à s'intéresser réellement à la politique. D'ailleurs, il a été dans l'armée suisse. Eh oui, il a été dans l'armée suisse, le prince Louis-Napoléon. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est peut-être important de le souligner, sachant que je suis suisse. Alors, il était suisse, c'était un Suisse. Un Suisse allemand, il avait un petit accent allemand, Suisse allemand, ya. Bon, c'est normal, il devait habiter du côté de la Turgovie ou je sais pas trop où. En fait, je sais pas exactement trop dans le canton dans lequel c'est. Bref. Et bon, il s'intéresse de plus en plus à la politique. Et en 1836, en fait, il décide de faire un coup d'État. Un truc de fou. Non, parce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Louis-Philippe, ça n'allait pas trop bien. En fait, Louis-Philippe, on pourrait dire, c'est un peu le premier oligarque, hein. C'est aussi le fondateur de la banque Rothschild. Donc, s'il y a un connard dans l'histoire, c'est pas Napoléon III, c'est Louis-Philippe. Désolé pour les Bourbons. Bah, de toute façon, quand on voit ce que les Bourbons ils ont fait à la France, moi, je suis plus pour le retour des Bonaparte que le retour des Bourbons. Moi, j'ai une grande admiration pour Napoléon III, je vous le dis. Pour les Bourbons, bah, moi, je trouve que c'est juste des consanguins dégénérés, quoi. Bah, je le dis. Leur descendant à la con, je m'en carre l'oignon, moi. Bon. Mais bref, j'admire les Bonaparte et je hais les Bourbons. Enfin, le Bourbon, j'aime bien, c'est le whisky.
Bon, je m'égare peut-être un petit peu. Mais bon, bref, il fait sa tentative de coup d'État en 1836. Ça foire. Il est exilé. Il retourne en Suisse. Machin. Mais il y a quand même une soif de pouvoir, une soif de vouloir quand même faire quelque chose de ce grand pays qu'est la France finalement. Et que son oncle a tenu d'une main de fer pendant 15 ans au final. Alors, bon, il se relance dans le truc. Et là, il refait un deuxième coup d'État. Il se retrouve en prison. Mais il y restera. Il chopera la perpète. Parce que bon, la première fois, on lui a dit ok, on l'a exilé. La deuxième fois, ok, mon petit Napo, maintenant, hop, direction la prison, perpétuité. Ouais, mais il va pas y rester comme ça en prison. Ah non. Oh que non, il va pas y rester. Bon, il avait quand même des bonnes conditions en prison, hein, un peu comme Anders Behring Breivik, le Norvégien, là, le terroriste nazi. Lui aussi, il est très bien en prison, hein, il a tout ce qu'il lui faut. Et ben, il faut savoir, c'est que Napoléon III, voilà, dans sa prison, c'est un peu pareil. Il était bien, il était tranquille dans sa zonzon. Et puis, il pouvait même, il y avait même il y avait même eu deux, trois nanas et tout qui passaient comme ça, qui se tronchaient de temps en temps, là. Oh putain, et à la limite, ouais, moi je veux bien aller en prison, mais qu'on me garantisse que j'aurai des meufs à troncher. Mais bon, comme il y a que des mecs dans ces prisons de merde hein, aujourd'hui, en tout cas. Mais en tout cas, je pense que quand on était issu d'une famille, voilà, une bonne famille, mais un fils de bonne famille, on avait certainement des meilleures conditions de détention. Et je pense que c'est comme ça encore aujourd'hui. Bon, le mieux, c'est de pas aller en prison. Mais bon, voilà, lui, il croyait en ses rêves, il croyait en tout. Donc, il s'est dit, ok, il a tenté tout pour le tout. Et bon, il va moisir comme ça, il va moisir, moisir en prison, jusqu'au jour où il va lui venir une idée. En fait, enfin, c'est pas, il n'était pas le seul à avoir eu cette idée. C'était un ouvrier, un gars qui était venu refaire du plâtre ou je sais plus trop quoi. Et c'est un grand fan de Napoléon III. Et lui dit, écoute, écoutez, moi je vous adore, je vous aime, je voudrais tellement que vous sortiez de là et tout, vous avez rien à faire là et tout. Alors voilà, euh, prenez mes vêtements et tout et sauvez-vous. Puis ouais, l'ouvrier, il a vraiment eu à filer ses vêtements, même sa petite pipe en terre, là. Et voilà, puis Napoléon III, il parie ses planches, comme ça, avec des planches, des grosses planches pour cacher sa tête, comme ça, avec une pipe en terre, ces espèces de vieilles pipes en terre du 19e, 18-19e siècle, comme ça. Et là, il était là. Hop, et puis il part, et puis il passe devant un gardien qui a vu que du feu et tout, avec les habits de l'ouvrier. Et tout. Il fait même tomber sa pipe par terre. La pipe, elle tombe, elle se casse en morceaux, juste devant un garde. On pourrait se dire qu'il a la merde, qu'il va la laisser, puis qu'il va partir. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Le prince, lui, Napoléon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse, il prend les petits morceaux de sa pipe en terre, il les fout dans sa poche et il continue sa route. Il avait bien compris que, évidemment, l'ouvrier, le maçon, je sais pas trop quoi, lui, la pipe, les morceaux, il les aurait récupérés, il les aurait recollés. Ah oui, il a joué le jeu jusqu'au bout. Il s'est barré. Et une fois de retour sur la scène politique, il a pu donner cours à toute sa conscience professionnelle, si on peut dire ça comme ça. Il se présente aux élections
Et puis il pense un peu comme, ouais, l'outsider, le routard, ouais, rock'n'roll, quoi. Voilà, en plus il sortait tôt et tout, machin, il s'est évadé, c'est du joli. Bah ouais. Donc finalement, il se présente à la présidence de la Deuxième République. Non, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs républiques en France. La Première République, c'était Napoléon Ier, mais la Première République, dont il était premier consul, elle a vite été échue lorsqu'il est devenu empereur. Ensuite, il est tombé, il y a eu la Restauration. Ensuite, il y a eu la Deuxième République. C'est lui qui a fondé la Deuxième République. Donc, ok, il devient président. Il fonde la Deuxième République. Le truc, c'est qu'il avait beaucoup de projets pour la France. Il avait énormément de choses à changer. Notamment, il faut savoir que Paris, déjà, c'est un espèce de gros cloaque avec des gens qui jetaient leur merde depuis les fenêtres, à la limite. Hein. C'était vraiment dégueulasse, des rues en gadou battu, ça devait bien schlinguer, il y avait des épidémies de peste, de choléra, c'était assez dégueulasse. Voilà, en plus, ouais, non, Napoléon III, lui, a vite compris qu'il devrait rénover totalement la ville et les villes en France en général, construire de nouveaux logements. Il avait plein d'idées. Mais voilà, 4 ans, c'était pas suffisant. Et il avait droit qu'à un seul mandat de 4 ans. Hein. Et puis à l'époque, il ne pouvait pas se représenter une deuxième fois. Donc le 2 décembre 1852, il fait ce que l'on appelle un coup d'État. Et là, il devient empereur à vie. Ah ouais, il a libre cours de faire ce qu'il veut de la France. Alors, il va quand même améliorer pas mal de choses, hein, là où la royauté a échoué finalement, et où on était loin d'être sûr que la République y arriverait. Il a fait les logements sociaux, il a reconstruit de nouveaux appartements, il a refait les routes, il a fait aussi les grands actes, là, les grands artères qu'on voit au centre-ville de Paris. C'est lui qui a fait faire ça, avec la complicité du baron Haussmann. Et il voulait vraiment remettre la France à la hauteur. Et il a vraiment modifié Paris. Paris tel qu'on connaît aujourd'hui, le centre-ville de Paris tel qu'on connaît aujourd'hui, avec ses grandes rues, là, ses grandes artères comme ça, c'est lui qui a fait. Il a inspiré de nombreuses villes européennes. Eh oui, non. Et non, et puis il était vraiment pour la justice. Bon, là, c'était la justice au 19e siècle. Là, on n'avait pas forcément euh, la même notion. D'ailleurs, bon, il a envahi de nombreux actuels pays sous-développés, mais bon, ça, déjà, c'était à l'époque, et puis voilà, ils étaient sous-développés. Bon. Alors moi, personnellement, je me dis, mais je vois pas vraiment pourquoi on pourrait en vouloir un Napoléon III, alors que finalement, pour son époque, c'était un des meilleurs souverains que la France n'a jamais connu. Victor Hugo, il l'appelait Napoléon le Petit. Hmm. Ouais. Bon, Victor Hugo, c'était quand même quelqu'un d'assez connu, d'assez célèbre. Il n'a pas grandi dans la misère non plus. Hein. Donc, bon, tout comme plein d'autres. Hein. Beaucoup de ceux qui ont critiqué Napoléon III, c'était un peu, ils étaient un peu de sang royal, des fils de royalistes, des nobles, des machins. Alors bon, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. En tout cas, je pense que sans Napoléon III, la France ne serait pas forcément ce qu'elle est actuellement, pour le meilleur et pour le pire.
Oh non, mais il a instauré l'éclairage au gaz aussi, voilà, parce que il y a eu pas mal d'incendies aussi avec les éclairages à bougie. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il est juste arrivé un peu avant. Il a pas vraiment connu l'ère de l'électricité vu qu'il est arrivé avant. Mais il a vraiment, ouais, il a fait des bonnes choses pour la France. Et on l'admirera jamais assez, mais ouais, c'est lui qui a fondé les villes modernes. En fait, c'était un empereur, mais c'était un empereur socialiste. Il était socialiste, mais il était empereur. Évidemment, Paris est absolument une véritable lumière à ce moment-là. C'est magnifique. La France, c'est le pays le plus riche d'Europe, peut-être même le pays le plus riche du monde. À ce moment-là, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, la France connaît véritablement un âge d'or. Mais en 1870, les choses vont tourner. Le vent va tourner. L'Allemagne. L'Allemagne, il faut savoir, c'est que depuis Napoléon Ier, l'Allemagne est complètement morcelée en plusieurs provinces. C'est même pas une confédération comme la Suisse. C'est vraiment un grand espace avec plusieurs régions qui sont toutes un peu indépendantes, plus ou moins. Mais en tout cas, l'Allemagne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existe pas. Plus pour longtemps. Mais pourtant, à cette époque-là, en Allemagne, il y a un grand patriotisme qui renaît. Un très grand patriotisme. Notamment avec Bismarck. Ouais, c'est un espèce de gros moustachu avec un peu moins de cheveux que moi sur la tête. Et puis un peu moins de barbe, mais puis une moustache un peu plus grosse. Bon, on parlera peut-être de Bismarck au moment venu. Mais bref, lui, il est à fond pour la résurrection de l'Empire germanique, finalement, avec l'empereur Wilhelm. Euh, Lui, il envoie un- non, pardon, qu'est-ce que je dis? Il fait accueillir un émissaire qui vient de France, parce que bon, il y a un peu des tensions entre les deux pays. Et l'émissaire, il arrive et tout, bon, il discute avec l'ambassadeur, tout se passe bien, hein. Pourtant, Bismarck, il arrive à faire croire que l'ambassadeur de France, lorsqu'il est arrivé en Allemagne, s'est fait moquer et humilier. Et, Napoléon III, on apprend la nouvelle, bah, il n'a pas vraiment d'autre choix que de déclarer la guerre à l'Allemagne. Il n'en voulait pas forcément, mais il savait que s'il ne le ferait pas, il serait discrédité. Parce qu'à l'époque, voilà, la France et l'Allemagne, c'était des empires. Et voilà, les empires étaient vraiment à fond accrochés à leur grandeur, comme ça. Un empire, c'est grand, ça doit être fort. Et puis, ceux qui sont à fond avec et pour l'empire, eh ben, ils veulent qu'une seule chose, c'est que l'empire se défende en cas de provocation. Ils déclarent la guerre à l'Allemagne, enfin, à la Prusse, qui est la partie nord de l'Allemagne, qui était à l'époque la partie nord de l'Allemagne. Il y avait la Prusse, et puis il y avait la Bavière, la Ruhr, et puis c'est. Ouais, voilà, comme j'ai dit, c'était plusieurs raisons. Puis même la Prusse, elle était divisée. Mais voilà, ils ont réussi à faire passer la France pour des agresseurs, parce que finalement, c'est Napoléon III qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Il ne le voulait pas forcément, mais il n'a pas forcément eu le choix.
il déclare la guerre à l'Allemagne. On est en 1870. Les Allemands se sont tous réunis. Ils sont mieux armés, plus nombreux. La France se fait exploser. Les Allemands arrivent jusqu'à Paris. C'est la défaite. Napoléon III est fait prisonnier par les Allemands. Il sortira peu de temps après. Il mourra quelques années plus tard. Tandis que la France perdra l'Allemagne et la Lorraine. C'est la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Maintenant, on pourrait s'interroger sur ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Napoléon III. On ne sait pas trop. Soit les royalistes auraient repris le pouvoir, ou la démocratie aurait perduré à partir de 1848. On ne sait pas trop. Et on ne le saura jamais. Et encore moins comment serait le monde aujourd'hui. Le truc, c'est qu'avec les uchronies, on part d'un moment, puis on essaie de refaçonner la suite de l'histoire après, mais on n'y arrive pas forcément. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de 50 siècles d'histoire.